Salut, bienvenue sur Mediapart. Nous naviguons depuis plus de 200 jours dans des eaux troublées. Plus de 6 mois après les massacres du Hamas et d'autres groupes palestiniens en Israël, 1100 morts et toujours 130 otages à Gaza. Plus de 6 mois de massacres de l'armée israélienne à Gaza, plus de 34 000 morts et des dizaines de milliers de blessés, d'orphelins, de disparus. Ces massacres nient notre humanité commune et personne ne saurait les justifier. Dans ces eaux troubles cohabitent mal des sentiments mêlés, la peur, la rage, parfois la haine, l'indignation et la colère. Certains essentialisent les Juifs, nourrissant un antisémitisme inacceptable. D'autres essentialisent les Palestiniens ou les musulmans comme autant de soutien du Hamas et portent sur eux un soupçon permanent dès qu'ils manifestent leur solidarité avec la Palestine. Des manifestations ont été interdites. Ce week-end encore, il y a eu à Paris une marche contre l'islamophobie que le préfet de police de Paris a tenté d'interdire, cette fois en vain. Des militants, des chercheurs, des étudiants, des syndicalistes ont été sanctionnés, entendus, censurés. Certains sont jugés ou convoqués pour avoir fait, je cite, l'apologie du terrorisme. Mais ce ne sont pas des terroristes ni des apologues, ils défendent des opinions politiques. Elles peuvent ne pas plaire. Faut-il pour autant bâillonner leur liberté d'expression? Si elles et eux sont visés aujourd'hui, ne pourrions-nous pas tous l'être demain? Palestine, censure et répression, menace pour nos libertés publiques. C'est une émission spéciale de Mediapart. Et dans une vingtaine de minutes, nous rejoindrons 4 invités que ce climat inquiète. Olivier Besancenot, Cyrielle Châtelain, Vanessa Kodachoni et Karianne Foutot, présidente et directrice de la publication de Mediapart. Ils et elles discuteront avec vous, qui êtes ici face à moi, qui allez nous raconter dans cette première partie ce qui vous arrive, y compris personnellement depuis des mois. Véronique Bontemps, bonjour. Vous êtes anthropologue, chargée de recherche au CNRS. Rima Hassan, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste et candidate sur la liste La France Insoumise aux Européennes. Céline Verzelletti, bonjour. Vous êtes secrétaire confédérale, donc dirigeante nationale de la CGT. Et Tayeb Kouira, bonjour. Vous êtes porte-parole du syndicat Sud-Aérien. Céline Verzelletti, je vais commencer avec vous parce que celui qui peut-être à ce stade a payé le plus cher, c'est un militant de la CGT. Il s'appelle Jean-Paul Delescaux, c'est le secrétaire général de l'Union départementale de la CGT du Nord. On le voit ici sur cette photo avec Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT que vous représentez aujourd'hui. Jean-Paul Delescaux, il vient d'être condamné par le tribunal correctionnel de Lille à 1 an de prison avec sursis pour, je cite, apologie du terrorisme, suite à des propos tenus dans un tract de soutien à la Palestine le 10 octobre 2023, 3 jours après les attentats du Hamas, un jugement dont la CGT d'ailleurs a décidé de faire appel. Il avait été arrêté par la police le 20 octobre à 6h du matin devant ses enfants. Céline Verzelletti, avant de vous demander de réagir sur le fond, comment va Jean-Paul Delescaux aujourd'hui? Comment vont ses camarades? Bien, écoutez, ils sont assez choqués par tout ce qui a pu se passer, comme ça a été dit, non seulement par l'arrestation qui a été particulièrement violente, et ensuite par tout le processus qui s'est mis en place, et bien évidemment, et malheureusement, par cette condamnation qui n'est pas en effet anodine, puisqu'il s'agit d'une condamnation d'une peine de prison, même si c'est un sursis, c'est quand même une peine de prison à 1 an, et pour un délit qui, me semble-t-il, peut paraître particulièrement grave, donc qui est le délit d'apologie du terrorisme. Il était accusé aussi de haine raciale. A priori, ça n'a pas, c'est même sûr, ça n'a pas été retenu par le tribunal. Mais quoi qu'il en soit, oui, c'est terrible quand on est militant et quand on est engagé depuis plusieurs années pour toutes les questions, que ce soit de paix, de progrès social et pour aussi les questions d'antiracisme. Sophie Binet a dit c'est un cap gravissime franchi dans la répression des libertés. On est dans un contexte de répression inédit depuis l'après-guerre. Oui, tout à fait. Donc déjà une condamnation. Alors après, il faudrait revenir vraiment beaucoup en avant, mais en arrière, pardon. Mais quoi qu'il en soit, moi, ça fait un moment que je m'occupe, par exemple, des questions de liberté syndicale dans l'organisation syndicale. C'est la première fois que j'assiste à un tel déferlement, d'ailleurs, d'accusations, de condamnations, on a aussi un certain nombre de militants qui sont poursuivis. On est à 1000 militants, militantes, qu'ils soient responsables ou pas, qui sont poursuivis donc par le système judiciaire. Alors à un moment donné, soit c'est suivi, c'est classé sans suite, soit il y a des condamnations, mais là, une peine de prison, donc comme je le disais, à 1 an pour apologie du terrorisme, oui, c'est inédit, et la violence des arrestations sont inédites, et d'autant plus qu'ils utilisent en fait les dispositifs mis en place
sur la question antiterroriste. Et ça, c'est pareil. Enfin, voilà, nous, on ne s'estime pas être une organisation terroriste. Et au contraire, justement, on prône plutôt la non-violence, comme je le disais, la paix et l'égalité et la justice sociale. Le tract en question était intitulé, je cite, « La fin de l'occupation et la condition de la paix en Palestine ». Il disait apporter, je cite encore, son soutien au peuple palestinien en lutte contre l'État colonial d'Israël. Et il affirmait ceci, c'est une autre citation, « Les horreurs de l'occupation illégale se sont accumulées. Elles reçoivent les réponses qu'elles ont provoquées ». Fin de citation. L'avocat Jean-Paul Delesco, Arié Halimi, a dit lors de l'audience que le tract, je cite, n'était pas un chef-d'œuvre, mais qu'il ne faisait pas spécifiquement l'apologie des modalités d'action du Hamas et procédait plutôt à un rappel historique. Vous et votre syndicat, est-ce que vous auriez utilisé les mêmes mots ? Alors après, ça a été difficile, ça a été une période après le 7 octobre qui a été particulièrement contraignante pour nous, parce que c'est vrai qu'on s'est mis comme responsabilité de nous exprimer très rapidement, mais en faisant particulièrement attention en effet aux mots qu'on pouvait utiliser. Mais chaque organisation syndicale, on le voit, que ce soit dans les unions départementales ou les fédérations, a écrit leur propre texte, même si confédéralement on a écrit un premier texte. On a eu plusieurs heures de débat pour pouvoir écrire un texte de soutien au peuple israélien aussi, donc suite au massacre du 7 octobre, mais aussi de soutien au peuple palestinien. Et nous, on fait tout le temps comme ça dans nos tracts, d'ailleurs, quel que soit le sujet, on resitue les actes dans l'histoire. Clairement condamné ce qui s'est passé. Voilà, et à un moment donné, alors peut-être que c'est un tort, mais nous, on estime qu'on a ce droit-là. Oui, on a un parti pris. On peut avoir certaines appréciations, certains jugements, mais on pense que ça rentre justement au niveau de la liberté d'expression. Et ensuite, c'est vrai qu'on a tendance à resituer les choses, parce que quoi qu'il en soit, les actes... c'est ce que vous... Les actes, alors on essaye de ne pas les juger en tant que tels, mais quoi qu'il en soit, en effet, il y a un avant, un pendant, un après. Et puis, il faut savoir que la CGT, elle s'est toujours battue justement pour le peuple palestinien et pour l'autodétermination de chaque peuple. Donc on a quand même une dimension internationaliste qui est très importante dans notre organisation syndicale. Donc bien évidemment qu'on allait s'exprimer. Alors après, précisément sur cette phrase, on peut se dire que peut-être juste après de tels actes qui se sont déroulés le 7 octobre, ça pouvait être maladroit dans le sens où on pouvait avoir l'impression que finalement ce qui était dit dans ce communiqué, c'était que ça pouvait être justifié, alors que c'est pas du tout ça qui a été écrit, et en tout cas c'était pas du tout non plus l'intention de l'Union départementale du Nord, parce que je le dis, nous, nos communiqués, on les fait pas seuls, chacun dans son coin, c'est vraiment un travail et une réflexion collective, mais c'était de dire, voilà, il s'est passé ça, il y a des choses qui s'expliquent, ça veut pas dire, parce que nous les expliquons, que nous les justifions. Et ça, alors, au tribunal, c'est très compliqué, mais ceci dit, de manière assez générale, quand on commence à expliquer des choses, on nous renvoie que si on commence à vouloir les expliquer, c'est que peut-être qu'on voudrait les justifier. Nous, on pense que non. On peut très bien expliquer, ça c'est comme quand vous expliquez des crimes, quand vous expliquez des actes de délinquance, ça ne veut pas dire que vous les justifiez. Par contre, oui, nous, on souhaite expliquer parce qu'à un moment donné, on veut aussi porter des revendications, on veut aussi participer au débat public et on veut aussi pouvoir participer à une réflexion de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour, par exemple, arriver à la paix, parce que pour nous, c'était un petit peu l'urgence aussi. Bien sûr. Un appel à la paix. Rima Hassan, merci d'être avec nous. Vous avez 31 ans, vous êtes franco-palestinienne, née dans un camp de réfugiés de Nerab, près d'Alep, en Syrie, juriste international. Vous avez créé l'Observatoire des camps de réfugiés il y a quelques années. Vous êtes devenue ces derniers mois la figure de la cause palestinienne en France. Aujourd'hui, entrée en politique, candidate sur la liste La France Insoumise aux Européennes. Vous êtes une militante, vous dénoncez le colonialisme d'Israël, vous avez parlé d'un, je cite, mode opératoire terroriste le 7 octobre. À longueur de journée, certains vous décrivent comme une figure de la haine d'Israël. Vous avez d'ailleurs reçu des menaces. On vous reproche d'avoir dit oui à une question, le Hamas mène-t-il une action légitime ? Vous dites que la vidéo a été tronquée. On vous reproche d'utiliser le slogan de la mer, au Jourdain, la Palestine sera libre. Que répondez-vous sur ces deux aspects très précis ? Donc sur la question de la légitimité et sur la question de la légitimité, c'est très important de dire aux personnes qui nous écoutent que je suis en procédure aujourd'hui pour mettre à disposition des journalistes, mais aussi de la justice si besoin, le contenu de cette interview, parce qu'effectivement, il n'y a eu que le teaser, le vrai faux, qui a été diffusé, et l'heure qu'on a dédiée
sur les sujets de fond n'a pas été diffusé. Donc il y a eu un article d'arrêt sur image qui a fait l'enquête là-dessus et qui dit ce que vous... Tout à fait. Sur cet aspect-là, c'est aussi très important de comprendre que la langue que je parle, c'est celle du droit international. Donc je regrette de passer un peu mon temps à commenter la paresse intellectuelle des uns et des autres, parce que je me suis suffisamment expliqué sur le sujet. Le premier point, c'est qu'il n'était pas question des attaques du 7 octobre. Il était question de la légitimité du Hamas, qui est un groupe armé, et de la légitimité pour un groupe armé à opérer dans un contexte de lutte pour l'autodétermination. Et là, je me réfère aux résolutions des Nations Unies, qui sont très claires là-dessus et qui inscrivent par ailleurs la lutte du peuple palestinien dans ce contexte. Et ce que disent tous les juristes, et auxquels j'inscris mon discours dans cette langue, encore une fois, du droit international, il faut distinguer la légitimité pour un groupe armé à opérer de la légalité au nom de son mode opératoire. Donc très concrètement, ça veut dire qu'un groupe armé, selon les règles du droit international, a le droit d'opérer dans un contexte de lutte pour l'autodétermination, mais ça ne veut pas dire qu'il peut tout faire. Et donc c'est là où il y a une nuance à apporter, notamment sur les attaques du 7 octobre, qui sont très très clairement des attaques qui ont ciblé des civils et qui tombent sous le coup des lois internationales. Et à juste titre, il faut qualifier le mode opératoire du Hamas, qui est assumé d'ailleurs bien avant le 7 octobre. Vous avez qualifié de terroriste. Et voilà. Sur le slogan de la mer au Jourdain, la Palestine sera libre, parce que ça c'est quelque chose qui traverse le monde. Qu'est-ce que ça dit, justement, ce slogan, qu'est-ce qu'il dit? Et ce qui est l'occasion de dire à ceux qui nous regardent, quelle est votre ligne politique, votre appréhension sur la question du Proche-Orient? Oui, moi, mon prisme, je l'ai toujours dit, c'est celui de l'apartheid. Et ce, depuis 2015 que j'ai travaillé sur l'apartheid. Donc, pour moi, aujourd'hui, la revendication première, notamment de la génération à laquelle j'appartiens, c'est celle de l'égalité de droit. C'est-à-dire de s'inscrire véritablement dans un État qui serait binational, dans lequel il y a une reconnaissance de la spécificité de l'identité israélienne et de l'identité palestinienne, mais dans lequel, État dans lequel les Palestiniens seraient libérés de toutes les formes d'oppression qu'ils subissent et qui sont parfaitement documentées par le rapport d'Amnesty International, de Human Rights Watch, mais aussi de l'ONG israélienne B'Tselem et de l'ONG palestinienne Al-Haq, où il y a un consensus véritablement sur le sort des Palestiniens. Selon ces organisations, le Palestinien, où qu'il se trouve, même quand il est citoyen israélien, est réduit à un citoyen de seconde zone. Et donc, moi, mon raisonnement consiste à dire les Palestiniens aujourd'hui vivent du Jourdain à la mer, ils vivent partout sur le territoire, mais sous des statuts différents. Et ce qu'on observe, c'est que ces statuts, quels que soient ces statuts, ils sont systématiquement persécutés, ciblés pour ce qu'ils sont, à savoir des sujets palestiniens. Donc oui, la libération des Palestiniens de toutes les formes d'oppression qu'ils subissent du Jourdain à la mer, c'est un discours politique et c'est une réappropriation du slogan sur lequel je me suis exprimée, qui ne s'inscrit pas dans une logique anti-israélienne, mais qui s'inscrit véritablement dans cette revendication d'égalité de droit. Désormais, vous êtes candidate, je l'ai dit, dans le contexte d'une élection. Oui. Jeudi 18 avril, une conférence que vous deviez faire avec Jean-Luc Mélenchon a été annulée par la présidence de l'Université de Lille et le préfet de région. Une autre prévue le 6 mai, nous l'avons raconté hier sur Mediapart, a été annulée par l'Université parisienne Dauphine. Vous faites aussi des conférences qui s'organisent dans les universités aussi, parfois, il faut le dire. Et vous avez reçu récemment une convocation par la police pour apologie du terrorisme. Quelle est votre réaction là-dessus? Je suis très sereine, paradoxalement. Et pour moi, il y a deux temps. Il y a le premier temps qui consiste effectivement à répondre à cette convocation, m'y rendre, parce que... Le 30 avril, ce sera. Le 30 avril, tout à fait. Et ensuite, il y aura le temps du combat aussi politique, parce que je crois qu'il y a une instrumentalisation de cette procédure à des fins politiques, visant à censurer des voix qui s'expriment sur le sujet palestinien. C'est ça qui est en cause. On essaye de vous censurer aujourd'hui, vous et d'autres, puisqu'il y a aussi d'autres élus, notamment de l'AFI, qui sont ciblés. Mathilde Panot a dit elle-même qu'elle allait être convoquée. Tout à fait, tout à fait. Donc il faut bien comprendre qu'il n'y a pas que des voix politiques qui sont convoquées, il y a aussi des étudiants. Il y a des personnalités comme Guillaume Meurice. Étudiants de l'EHESS. Oui, des personnalités comme Guillaume Meurice, dont c'est le métier en réalité de faire des blagues sur le politique. La plainte a été cassée sans suite en l'occurrence. Tout à fait, et donc je vais dire un mot là-dessus. Il faut, et je crois que c'est notre rôle, c'est de dénoncer aussi le recours à cette procédure par les organisations qui ont déposé plainte. C'est très important de préciser que ce n'est pas une autosaisine du procureur. C'est une convocation qui fait suite à une plainte d'organisations qui sont des organisations qui travaillent en l'occurrence pour les intérêts israéliens, qui ont une vraie mission de lobbying. Et en l'occurrence, il s'agit de la même organisation concernant toutes ces plaintes.
Et cette organisation ne se cache pas précisément de ses liens avec le régime israélien et même de propos qui reprennent véritablement la propagande israélienne, s'agissant de l'UNRWA, s'agissant de l'opposition à la création d'un État palestinien, s'agissant de la question de la colonisation, etc. etc. Alors, cette association, pour ce qui vous concerne, qui concerne Mathilde Panot aussi, Daniel Obono ou Guillaume Meurice ou Jean-Paul Delesco. Tout à fait. C'est une organisation qui s'appelle l'OJE, l'Organisation juive européenne, qui combat, je cite, sur son site internet, l'antisémitisme, l'antisionisme, le mouvement BDS de boycott d'Israël. J'ai appelé sa présidente juste avant cette émission, Muriel Waknin-Melki, plus exactement c'est elle qui m'a rappelé après des messages. Elle est avocate. Et elle signale qu'elle n'a pas souhaité nous donner les motifs, les déclarations des uns et des autres qui étaient concernés par les plaintes, mais elle dit qu'elle ne perçoit aucune subvention de France, d'étrangers ni d'Israël, et que ce sont des personnes privées qui abondent le budget de l'organisation. Voilà, précision donc contradictoire pour cette organisation. Véronique Bontemps, juste un mot quand même sur les plaintes, parce que votre avocat Vincent Bragart a dit dans Le Monde que, d'après ce qu'il savait, apparemment étaient criminalisées, en tout cas étaient ciblées des expressions qui portent y compris sur la situation humanitaire à Gaza. Qu'est-ce que vous savez, vous, même si... qu'est-ce que vous savez, vous, précisément, des propos que vous avez tenus qui sont ciblés par cette plainte ? Mais justement, je n'en sais strictement rien. C'est-à-dire qu'il est question de posts que j'ai faits sur mes comptes, mes réseaux sociaux. Donc, mes réseaux sociaux sont publics, donc tout le monde peut s'y référer. Donc le seul élément que j'ai, c'est un élément de date. En fait, il serait question de posts qui auraient été publiés en novembre. Ouais. Donc c'est octobre-novembre, la période en effet que l'OJE a ciblé. C'est ça, donc j'en saurai plus le jour de la convocation. Véronique Bontemps, j'en viens à vous. Vous êtes anthropologue, spécialiste reconnu de la Palestine, chargée de recherche au CNRS. Pourtant, on ne vous a pas beaucoup vu dans les médias, même pas du tout, ces derniers mois, pour commenter la situation. C'est même la première fois que vous témoignez publiquement. Juste après le 7 octobre, vous avez relayé sur une boucle de mail interne à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, un communiqué du syndicat Solidaire étudiant. Il se prononçait pour, je cite, un soutien indéfectible à la lutte du peuple palestinien dans toutes ses modalités et formes de lutte, y compris la lutte armée. Sur cette même boucle, immédiatement, vous avez condamné les massacres de civils, vous avez pris vos distances avec ce même communiqué. Suite à un signalement, vous avez écopé en février d'un avertissement du CNRS après un passage en commission disciplinaire pour, je cite encore, apologie du terrorisme, incitation à la haine raciale et atteinte au devoir de réserve. Pendant des mois, vous vous êtes tu. Qu'est-ce que vous avez vécu ces derniers mois ? Eh bien, en fait, ce que j'ai vécu ces derniers mois, depuis en fait le 7 octobre et depuis tout ce qui s'est passé avec le HESS et finalement la direction du CNRS, puisque c'est mon employeur qui a lancé cette procédure disciplinaire contre moi. Outre, bien entendu, l'effroi que nous avons tous ressenti face à la situation en Palestine et en Israël, c'est vraiment l'idée que cette procédure avait pour but d'intimider en fait les personnes qui, comme moi, peuvent avoir des positions à la fois de recherche et de militant ou d'engagement. Je ne me dirais pas militante pro-palestinienne, mais je dirais que je suis engagée. Ça va avec le travail de recherche sur ces questions de Palestine. Donc je m'explique en fait quand j'ai relayé ce communiqué sur cette boucle, donc qui, je le rappelle, est en fait une liste dédiée à l'intérieur de l'école aux propos politiques, aux discussions. Elle s'appelle discussion-débat, donc c'est vraiment dédié aux débats politiques et aux communiqués syndicaux. Donc je l'ai relayé à la demande d'ailleurs des étudiantes du syndicat, parce qu'elles n'avaient pas accès à leur boîte mail, donc je l'ai fait volontiers. Parce que, pour moi, c'était important de faire entendre la voix de ces syndicalistes qui me l'avaient demandé. Et immédiatement après, en fait, ce qui était assez frappant, c'est que... donc, je n'ai pas été étonnée de recevoir des messages hostiles sur le fond du communiqué. Ça me paraît tout à fait normal. Tout le monde n'est pas d'accord. Encore moins à ce moment-là. Il faut se replacer quand même à ce week-end où, effectivement, on savait peu de choses sur ce qui allait se passer et... on était quand même dans l'attente aussi, vraiment anxiogène, de la réaction qui allait être celle de l'État d'Israël.
Les réactions qui ont suivi immédiatement, quasiment immédiatement cette publication, c'était un dimanche soir, étaient extrêmement hostiles, non pas tant sur le fond d'ailleurs du communiqué que contre ma personne et ma personne moi-même et ma personnalité scientifique. C'est-à-dire, plutôt que de discuter le fond du communiqué, j'ai été immédiatement traitée. On a expliqué que j'étais en admiration devant l'État islamique, que je me réjouissais de voir des corps de civils assassinés. Ça, c'était la première salve d'insultes extrêmement choquantes, quand même. Et puis, le deuxième élément, ça a été, quand bien même... Très rapidement, je me suis expliquée. J'ai dit, bien entendu, je condamne les massacres de civils. Et j'ai relayé ce communiqué parce qu'on me l'a demandé d'une part, et par ailleurs parce qu'on en revient à la question de la contextualisation. Il me paraissait important de faire entendre cette voix qui dit que le 7 octobre ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas tout d'un coup l'expression d'une violence terroriste qui sortirait ce jour-là, mais il faut le réinscrire, ça dans un cycle qui est celui de la colonisation de la Palestine par l'État d'Israël. Cette utilisation même du terme colonial est en soi, d'ailleurs, aujourd'hui, quelque chose qui peut vous valoir des accusations d'antisémitisme, et voire plus, on le voit. Et à cette occasion-là, d'ailleurs, alors même que je m'étais déjà expliqué, j'ai aussi eu droit à des menaces, en fait, sur cette même liste, qui mettaient en cause, en fait, ma légitimité scientifique, tout simplement parce que j'avais relayé un tract syndical par des gens que je ne connais pas. Je précise, ce sont des collègues, je connais leurs noms, j'ai éventuellement lu leurs travaux. On est en désaccord politique, mais jamais de la vie je n'irais écrire sur une boucle mail que ce sont des horribles ordures, quoi. Ce qui s'est passé pour vous. Ce qui s'est passé pour moi, oui. Interrogé, le CNRS n'a pas confirmé avoir, interrogé par Mediapart, par Lucie Delaporte, je crois, le CNRS n'a pas confirmé avoir effectué un signalement vous concernant, a indiqué, je cite, que lorsqu'il a connaissance de faits commis par des agents, il peut décider, au regard de leur gravité, d'engager une procédure disciplinaire interne et, selon le cas, une action pénale. Là où c'est intéressant, c'est que la commission des CNRS qui vous avait entendu, oui, avait recommandé un avertissement sur sur le seul motif du non-respect de devoir de réserve. Il avait dit aussi au CNRS de ne pas publiciser la décision. Ça a été quand même publicisé par le CNRS. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'était une sanction dans la sanction? Oui, c'était un petit peu le coup de pied de l'âne, je dirais, de la fin. En fait, ce qui est très particulier avec la commission paritaire qui siège en conseil de discipline pour le CNRS, c'est qu'elle est uniquement consultative. Donc, en fait, on est auditionné par cette commission. Je signale d'ailleurs que selon la procédure réglementaire, j'aurais dû être entendue préalablement avant même d'être convoquée. Là, tout ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ça a été très rapide. J'ai été immédiatement prévenue de l'engagement d'une procédure disciplinaire. Bref. Tout ça pour dire que cette commission, elle émet un avis et ensuite le président du CNRS, il peut suivre l'avis, il peut ne pas suivre l'avis, il peut même d'ailleurs sanctionner sur d'autres motifs que celui de la saisine. Donc, très vraiment, consultatif, ouais. Au bout du compte, il fait vraiment ce qu'il veut. Moi, je pense que ce qui est intéressant de noter, c'est que, d'une part, j'ai été quand même très bien défendue, alors même qu'on était dans un flou total, parce que, je veux dire, quand même, pendant 2 mois, j'ai attendu... j'ai reçu un courrier disant que j'allais passer en commission de discipline, après plus rien. Donc, sans date, sans rien du tout. Mon syndicat, qui m'a énormément aidée, donc le SNTRS-CGT, m'a conseillé de prendre un avocat parce que, d'après eux, c'était la première fois qu'une commission disciplinaire au CNRS était saisie sur un sujet politique, parce qu'en général, ces commissions-là, elles traitent de harcèlement au travail, d'insuffisance professionnelle. Et donc, mes camarades m'ont dit il faut prendre un avocat parce que c'est un sujet politique et que les collègues ne sont pas habitués à ça. D'accord, donc là aussi, un effet, des choses nouvelles, justement, dans ce contexte-là. Dans une tribune publiée sur Mediapart dès le 15 novembre, 1400 universitaires, pour beaucoup de vos collègues, spécialistes des sociétés du Moyen-Orient, des mondes arabes, ont interpellé leurs tutelles et collègues face aux faits graves, je cite, de censure et de répression dans l'espace public français depuis les événements dramatiques du 7 octobre. On a parlé, Rima Hassan a parlé des étudiants, notamment de l'EHESS, qui eux aussi sont dans des procédures de convoqués pour apologie du terrorisme. Est-ce que vous partagez cette inquiétude? Qu'est-ce qui se passe? Oui, je pense effectivement que
il y a dans les différentes instances universitaires françaises une très grande tension, en fait. Bon, si je le prends du point de vue de mon cas personnel, comme je l'ai dit d'ailleurs à une de vos journalistes, ça a eu pour effet de me faire taire, cette histoire. Je veux dire, j'ai refusé des interventions dans des médias de peur que ce soit utilisé contre moi. Et de la part d'un certain nombre de mes collègues titulaires, étudiants, doctorantes, mais aussi titulaires, en fait, ça a eu aussi pour effet de se dire, bon bah voilà, si je prends la parole, il va m'arriver des problèmes, quoi. Donc silenciation de votre côté, et vous avez l'impression que plus largement, vos collègues se sont davantage tus, ont évité de commenter, ont évité d'apparaître dans les médias, ont évité pendant toute cette période-là de finalement faire ce qu'ils savent le mieux, c'est-à-dire donner le savoir qu'ils ont? Oui, alors certains collègues me l'ont dit explicitement, qu'ils ont décidé de ne pas s'exprimer sur le sujet, d'ailleurs que c'était la première fois qu'ils le faisaient, ouais. C'est-à-dire de ne pas parler. Et quand d'autres collègues ont voulu organiser des événements dans des universités, il y a eu plusieurs annulations. Enfin, je veux dire, à Aix-Marseille Université, des collègues... D'ailleurs, c'est intéressant de voir que qu'ils sont tous les deux d'origine palestinienne, ont voulu organiser des débats sur la culture et la société palestinienne, je veux dire. Ça a été annulé par 2 fois pour des motifs complètement fallacieux, donc encore événement annulé. Donc, je veux dire, c'est évident que... il y a un climat qui est extrêmement pesant, quoi. Là-dessus, vous parliez de la censure tout à l'heure, Rima Hassan. Tayeb, je viens avec vous dans quelques instants, mais est-ce que vous, en tant que palestinienne, y compris en tant que militante politique, mais aussi que palestinienne, on parle de silenciation, de silenciation des voix palestiniennes. Est-ce que vous, au-delà de votre cas personnel, évidemment, est-ce que vous ressentez aussi ça en ce moment dans la société française? Mais écoutez, je vais être très claire sur le sujet. S'il y a des personnes qui sont absolument pas étonnées de ce climat, ce sont les Palestiniens. Parce qu'on connaît en réalité cette réalité. Moi, je l'ai toujours dit, il y a un continuum entre ce que subissent les Palestiniens sur place et ce que subissent les Palestiniens en diaspora. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent eu le sentiment d'avoir été pourchassée dans mes sphères professionnelles, intimes aussi, ces derniers mois, où avec les menaces, avec une adresse, un numéro de téléphone qui a été divulgué, des menaces de mort, des menaces de viol. Et voilà, même si on remonte à plus loin, j'ai eu souvent affaire à ces pressions. Donc les Palestiniens connaissent très bien de l'intérieur ces réalités, notamment quand ils sont en diaspora. Donc on mesure très bien justement ce qui se passe dans ces sociétés dans lesquelles on est exilé et dans lesquelles on est accueilli. Maintenant, ce qui est problématique, c'est la dimension effectivement politique et la manière dont ça se propage à toutes les voix qui sont en soutien à cette cause. Ouais. Donc, et puisque ça vient toucher effectivement des piliers de notre société, de notre état de droit. Ce qui fait que nous arrivons à faire société, c'est véritablement le fait que ces libertés soient encore préservées. Et j'espère qu'on arrivera collectivement à faire barrage en réalité à toutes ces atteintes qui sont faites. Mais voilà, c'est important pour moi de dire que pour nous Palestiniens, si je reprends cette casquette, surprise finalement, c'est quelque chose. Vous connaissez le procédé? Absolument pas, on connaît le procédé, oui. Tayeb Kouira, vous êtes porte-parole du syndicat Sud Aérien, vous travaillez à Roissy, à l'aéroport de Roissy. Le 18 janvier, vous avez reçu un coup de fil que vous n'attendiez pas. Exactement. Une convocation au commissariat. Exactement. Chez vous, vous y allez. Qui vous reçoit? Que se passe-t-il? Alors, honnêtement, on m'appelle, on me dit de venir en urgence. Donc au début, je me suis inquiété, je pensais que c'était... sinon, je ne serais pas parti. Je pense à la famille, forcément. Exactement, je pensais qu'il arrivait un truc à mes filles, surtout. Donc je me présente au commissariat. Au début, je leur dis, j'arrive tout de suite. Ils me disent, non, attendez 1 heure, on n'est pas encore là, le commissaire, il n'est pas là. Donc déjà, il y avait... je commençais à me douter qu'il y avait un truc qui se préparait, quoi. Donc, vous y arrivez? En toute naïveté, j'arrive, on commence à me fouiller, on me monte en haut dans un bureau. Et là, il y a deux agents civils, et je suppose qu'ils ne sont pas du commissariat du Banlieue, donc ils viennent de Paris. Donc c'est pour ça qu'on m'a demandé d'attendre 1 heure le temps qu'ils arrivent, et c'est la personne qui m'avait appelé d'ailleurs. Et j'arrive là-bas, on m'installe, et, on me pose quelques questions. La première question qu'on me pose, est-ce que vous savez pourquoi on vous a convoqué? Donc non, moi j'ai aucune idée. Je dis peut-être c'est pour rapport à ma fille, on lui avait volé sa carte bleue. Donc moi je rentre dans un truc qui avait rien à voir. Non, monsieur, on vous accuse, on vous convoque pour des faits graves, puisqu'on vous accuse de vouloir de faire de l'apologie du terrorisme sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, d'appeler à la révolte. Donc et de glorifier le Hamas.
sur mon lieu de travail. Donc, moi, déjà, je suis syndicaliste, je suis pas. C'est pas mon discours, moi j'ai plutôt un discours de défenseur des travailleurs et des travailleuses. Et ensuite, on me demande déjà est-ce que je lui envoie de l'argent à l'étranger. Donc je réponds oui. Ma mère actuellement elle est au Maroc, donc je rentre dans leur jeu. Hein. Ma mère elle est au Maroc, je lui ai envoyé il n'y a pas longtemps à l'étranger. Oui. Non, on parle pas du Maroc, on parle du Proche-Orient. Déjà, je lui dis je suis smicard, donc ça m'étonnerait que j'ai pas assez d'argent pour finir mon mois. Donc, on vous a demandé aussi si vous alliez souvent à la mosquée. Après, ça commence à pencher sur la mosquée. On me demande ce que je vais à la mosquée. La dernière fois que je suis parti à la mosquée, c'était en 2014 pour l'enterrement pour les obsèques de mon grand-père. Ensuite, et là, on commence à rentrer sur la Palestine. Est-ce que vous êtes assidu lors des manifestations on soutient la Palestine, quelque chose j'ai pas nié, hein, puisque mon organisation syndicale qui est solidaire fait partie des organisateurs, et je leur ai clairement dit si vous avez un problème maintenant avec les organisateurs, allez convoquer Solidaire. Et pour revenir à ce sujet-là, vous n'avez pas d'explication à ce moment-là, c'est-à-dire non, qu'est-ce que vous dites dans votre tête, qu'est-ce que vous commencez à comprendre au fil des heures? Ça commence à être micmac, que c'est quelqu'un qui. Et le problème, c'est qu'il voulait même pas me donner la personne qui m'a dénoncé. On ne vous donnera rien. On a des instructions de notre responsable hiérarchique. Et le plus inquiétant, c'était les méthodes de cette convocation. Elles étaient hors cadre légal. Par exemple, il n'y a aucun PV qui a été fait. Il y avait une feuille, un stylo. Ils étaient en train de noter. Ils étaient en train de sur une feuille stylo. J'ai demandé à voir la personne qui m'a la fausse dénonciation, pour que je puisse porter plainte également pour accusation calomnieuse. Ça m'a été refusé clairement. J'ai demandé également d'avoir un PV au moins pour savoir pourquoi j'ai été convoqué. On m'a dit clairement on vous donnera rien du tout. Ça ressemble à des policiers très spéciaux. On vous donnera rien du tout. La seule chose qu'on m'a dit à la fin, c'est monsieur, faites attention. Il y a des gens qui vous veulent du mal et n'oubliez pas que bientôt il y a les Jeux Olympiques. Vous travaillez sur un aéroport. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça que je vais revenir sur les faits, sur cette phrase-là qui est très importante. Donc, je ressors, j'appelle mon avocate. La première chose, c'est Elsa Marcel, qui est avocate spécialisée sur la répression syndicale. Ensuite, on rappelle le lendemain, on porte pas le lendemain. Auprès du procureur de la République, on n'a toujours pas de réponse de la plainte. On a demandé la consignation des caméras, toujours rien. On rappelle sur le numéro de téléphone sur lequel on m'a joint, c'était une carte prépayée qui a été désactivée. Et ensuite, en réalité, on a fait le lien avec les Jeux Olympiques, puisque pendant la réforme des retraites, il y a eu plusieurs mouvements en France, et notamment sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, où il y a eu des blocages qui ont été faits. Donc là, on est en train de mélanger le soutien à la Palestine avec la répression je ne suis pas le premier, hein. Il y a d'autres syndicats. Il y a un camarade de la CGT, Nicolas Pereira, qui est le secrétaire national de la CGT, qui a été licencié un mois avant ma convocation. Par exemple, c'est quelque chose d'historique chez nous sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. On l'a vu aussi avec le camarade de la CGT, Dominique Porta, qui a été également licencié avec le refus de l'inspection du travail. Je vais demander à Céline Verzelletti justement ce qu'elle en pense, et après on passe au deuxième plateau, mais qu'est-ce que vous vous êtes dit un peu posé quelques jours après là, sur ce qui s'était passé? Comment vous avez interprété ça? J'ai pas attendu. Parce qu'apparemment, vous vous êtes dit finalement c'est peut-être à cause d'une vidéo où j'étais avec quelques militants, dont Anas Kazib, lui-même convoqué pour apologie du terrorisme. Donc ça, c'est l'hypothèse que vous avez fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous? En réalité, ce qui est le compte, c'est la vidéo qu'on a fait. J'avais un petit passage sur la vidéo où je parlais justement de mettre fin à toute répression et à toute accusation d'apologie du terrorisme pour faire taire toute contestation. Et pour moi, c'est un comble. Mais ça, c'était le lendemain. Le lendemain, j'ai fait un petit peu le film dans ma tête. Et clairement, c'était de l'intimidation. C'était vraiment pour nous intimider et pour nous faire taire. Il n'y a aucune autre explication. Céline Verzelletti, qu'est-ce que ça vous inspire, le témoignage de Taïeb, et puis d'ailleurs les discussions qu'on a eues tout à l'heure, et puis ensuite on fait venir nos autres invités? Justement, qu'on est, en effet, on est dans un climat comme ça qui est très pervers finalement, parce que en fait, pour nous qui sommes dans notre droit,
de nous engager, de manifester, d'exercer une activité syndicale aussi, même si c'est dans des secteurs plus ou moins sensibles. Donc on le fait vraiment dans le droit, et là on nous suspecte de choses, soit de terrorisme, soit il y a des créations aussi de délits, comme ça s'est fait pour certains salariés qui sont après licenciés. Il y a une criminalisation qui est très importante, mais en plus on nous dédie tout droit, parce que par exemple ce que tu décris, c'est-à-dire que on a l'impression qu'on n'a plus de droits, nous, par contre. C'est-à-dire qu'on peut être arrêté, déjà d'une façon complètement disproportionnée, alors que si on nous convoque, là c'est le cas, mais si on nous convoque, en principe, on va au commissariat. Ensuite, on nous explique rien, et on doit, comme ça, répondre à des questions sans savoir pourquoi ni comment. Et je dirais que oui, c'est pour ça qu'on ne peut que considérer qu'en effet, c'est des manipulations, c'est des façons de faire pour nous intimider, pour nous faire taire, pour nous bâillonner, pour nous empêcher justement, comme je le disais, d'être des militants, de pouvoir agir dans le débat public, de pouvoir nous exprimer, alors que ce sont des droits fondamentaux. Et quand on le dénonce, parce que nous on a dénoncé tout ça, même auprès du Premier ministre, de la Première ministre, lorsque c'était Elisabeth Borne, en disant, écoutez, on décrit les cas concrets, comme c'est ton cas, il y en a plein d'autres qui ont été arrêtés, qui ont été entendus, avec des dossiers vides. Quand on demande, mais vous accusez là, vous parlez y compris d'affaires précédentes, bien avant le 7 octobre ou bien avant le climat actuel. Avec aussi des gardes à vue, par exemple, lors des manifestations, des gardes à vue, et ça a été dit même par la contrôleuse des lieux privatifs de liberté, qui dit qu'il y a des gardes à vue qui sont instrumentalisés pour intimider ou pour priver les personnes de manifestation. Quand vous interpellez le Premier ministre au plus haut niveau, il vous répond que si, il met du temps, mais après il répond, il dit la justice est indépendante, nous n'y pouvons plus rien, et en gros, même ils disent faites attention à ce que vous faites, parce qu'à un moment donné, si c'est un délit, il y aura en effet la justice qui fera son travail. Voilà, justement, donc on va étendre cette question à la question des libertés publiques en ce moment et aussi depuis un certain nombre d'années avec nos invités suivants. Et nous ont rejoint pour cette deuxième partie d'émission Olivier Besancenot, bonjour, militant NPA, ancien candidat à l'élection présidentielle, Cyrielle Châtelain, présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, bonjour, et Vanessa Codaccioni, professeure de sciences politiques à l'Université Paris 8, bonjour, et Karine Fouteau, présidente et directrice de la publication de Mediapart. Un mot peut-être rapide à chacun et chacune pour rebondir sur ce qu'on a entendu dans le plateau précédent. Qu'est-ce qui vous a surpris ou le plus interroger Cyrielle Châtelain? Ce qui m'a le plus inquiété, c'est peut-être trois choses. La première, c'est le sentiment d'une suspicion généralisée. C'est-à-dire que c'est pas que les mots ou l'action qui est reprochée, mais on va regarder quelles sont les pratiques professionnelles, quelles sont les pratiques religieuses. Donc on voit que c'est une suspicion sur l'ensemble de la sphère de la vie, en fait, des personnes. Donc ça dit quelque chose quand même de la manière dont ça s'immisce dans la vie des personnes qui sont accusées. La deuxième, le sentiment que les gens n'ont plus de droit pour les défendre. Donc on est désapproprié de ces droits. Et la troisième, c'est l'effet de ne plus parler. Olivier Besancenot, pareil, même question. Ce qui est flagrant, je crois, c'est le côté systématique. Voilà, il y a d'autres cas qu'on n'aborde pas dans cette émission. On aurait pu parler du nouveau parti anticapitaliste, puisque nous, on a été tout de suite dans le collimateur de Darmanin pour une enquête pour apologie du terrorisme. On a été entendus. Vous avez dit c'est une insulte à notre histoire. Ouais, c'est une insulte à notre histoire en tant qu'internationalistes, qu'avons toujours eu un point de vue humaniste sur les luttes d'émancipation. Nous, notre moteur, c'est les luttes d'émancipation. Et d'ailleurs, si on se sent solidaire de la lutte du peuple palestinien, c'est précisément pour son émancipation. C'est une insulte pour tout ce qu'on est, mais je veux dire, maintenant, c'est devenu tellement caricatural de simplement expliquer qu'il y a des occupants, des occupés, et que les luttes de libération sont légitimes, ce qui est tout à fait flagrant pour notre cas, par exemple. Je me souviens de l'avoir défendu pour le cas ukrainien, ce qui ne fait pas forcément l'unanimité à gauche, y compris de souligner la légitimité d'une lutte armée à ce moment-là. J'avais que des applaudissements sur les plateaux télé. Sur la question palestinienne, c'est un petit peu plus compliqué que ça, on va dire, pour faire vraiment soft. Et puis donc, on a été dans le collimateur, on a été entendus. Et puis depuis, on ne sait pas si le parquet est saisi. Et maintenant, je crois qu'il y a plus de 300 enquêtes qui sont diligentées. Donc évidemment que c'est signé furax, c'est-à-dire que c'est une décision politique. Et à ce jeu-là, on est tous des convoqués potentiels.
Voilà, il y avait une chanson dans les années 70, on est tous des dissous en puissance en rapport avec les dissolutions des organisations politiques. Là, et c'est pour ça que moi, mon message, mon espoir aux associations, aux collectifs, aux organisations politiques, quelles qu'elles soient et quels que soient les désaccords, face à une histoire commune de référence aux luttes d'émancipation, c'est qu'on comprenne qu'on ne peut pas jouer à qui le tour. Parce que si par malheur, la censure, la justice avait raison de syndicalistes, de militants ou de militantes politiques, par la suite, tous ceux qui se taisent, il faut bien qu'ils comprennent que ce sera leur tour. On est face à un processus, donc mon espoir, c'est que ça soit, qu'il y ait un sursaut, parce que je crois que ça discute beaucoup, tout le monde, à sa manière, de là où il est en train de comprendre qu'il y a un saut qualitatif qui est en train de s'opérer, et j'espère qu'on va faire front commun. Voilà, mon espoir, c'est qu'on fasse front commun au-delà des désaccords. Karine Fouteau, présidente de Mediapart. Ce qui me frappe dans les témoignages qui ont été exprimés, c'est le caractère massif, ça a été dit, par les uns les autres, des procédures, des convocations, des interdictions, on a un peu moins parlé, la variété des profils ciblés. Là, on est vraiment sur un spectre très large, des étudiants, des militants, des syndicalistes, des responsables politiques, une candidate aux élections européennes. Bon, voilà, on voit vraiment là quelque chose de massif et varié. Et ce qui m'inquiète profondément, c'est, ça a été dit également, l'effet de silenciation sur la société. Là, on est vraiment dans un régime de peur qui est instauré, ça y est, c'est fait. Et à un moment où les instances les plus hautes de la gouvernance mondiale parlent d'un risque génocidaire en cours à Gaza, ce qu'on arrive à voir en France, c'est un effet d'étouffement des voix pro-palestiniennes. Évidemment, ça pose question. Vanessa Kodachoni, qu'est-ce qui vous a frappé vous aussi ? Les mêmes choses, c'est-à-dire à la fois la diversification des profils, même si, attention, il ne faut pas dénoncer la répression et les dérives de l'antiterrorisme que lorsqu'elle touche des syndicalistes, des militants, des personnalités politiques. On voit quand même que là, il se passe quelque chose, c'est-à-dire qu'on veut véritablement étouffer toute prise de position, toute solidarité envers le peuple palestinien et aussi empêcher toute critique d'Israël, il faut le dire tel quel. Et puis donc, il y a cet effet effectivement de censure, de restriction de la liberté d'expression, de fragilisation de l'état de droit qui est flagrant en fait. Alors, soyons clairs, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas des gens qui font réellement l'apologie du terrorisme, ça c'est évident. Ceci étant dit, vous avez alerté ces derniers jours sur l'utilisation du délit d'apologie du terrorisme pour réprimer les prises de position politiques, c'est-à-dire cette idée-là que vous développiez, mais justement vous la développez beaucoup en ce moment. Ce délit, il a été créé en 2006, mais vous racontez, alors peut-être brièvement, mais qu'il a une histoire plus ancienne, celui de l'apologie de crime qui avait été utilisé pour réprimer les anarchistes, mais aussi pendant la guerre froide. En fait, l'apologie de terrorisme, c'est même avant, c'est 1881, mais ça n'est pas utilisé en France. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de groupe terroriste officiellement en France avant 1986. Le mot terrorisme rentre dans le code pénal en 1986, donc tous les groupes avant, même qui mettent des actions violentes, qui font des meurtres, des assassinats, des pillages violents, etc., ne sont pas qualifiés de terroristes du point de vue du droit. Ce sont des groupes violents, armés, meurtriers, qui attentent à la sûreté de l'État. Donc, ce n'est pas l'apologie du terrorisme qui va servir à réprimer, c'est l'apologie de crime qui est créée à la fin du 19e siècle pour réprimer les menées anarchistes. C'est l'ennemi intérieur numéro 1, les anarchistes. C'est les fameuses lois scélérates à l'époque. C'est les lois scélérates, donc c'est les anarchistes. Et puis ensuite, tous les groupes ennemis intérieurs, ennemis publics numéro 1, vont être visés par des procédures d'apologie. C'est les communistes pendant la guerre froide et la guerre d'Indochine, ça va être la gauche prolétarienne, les gauchistes dans les années 70. Et puis ensuite, ce délit tombe un peu en désuétude. On retrouve des choses. Par exemple, j'ai retrouvé des journalistes basques qui sont inculpés d'apologie du terrorisme au début des années 2000 pour avoir dit que le Hamas, ils disent le Hamas à l'époque, avait bien fait de faire les attentats du World Trade Center. Donc on trouve des choses, mais véritablement le tournant, c'est 2014, où on en reparlera sans doute. Alors on y va, c'est que sous le gouvernement socialiste de François Hollande, il est sorti, je vais essayer de faire ça, sorti du droit de la presse, et donc de la liberté d'expression, et intégré au droit commun par la loi Cazeneuve, Bernard Cazeneuve, du 13 novembre 2014. Il y a ensuite des attentats terroristes de 2015, Charlie Hebdo, Hyper Cacher, puis le Bataclan, et le nombre de condamnations est passé de très peu avant à plusieurs centaines par an. Et, alors, on met ça dans la discussion aussi, 10 octobre, 3 jours après les attaques du Hamas, le garde des Sceaux qui édicte une circulaire adressée aux procureurs et présidents de tribunaux. Là, il dit « La tenue publique de propos vantant les attaques précitées en les présentant comme une légitime résistance à Israël ». Ou la diffusion publique de messages incitant à porter un jugement favorable sur le Hamas ou le djihad islamique devront faire l'objet de poursuites du chef précité. Et depuis cette circulaire, on a, je crois, dernier décompte aujourd'hui paru dans le Nouvel Observateur, 626 poursuites pour apologie du terrorisme. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça, justement ? Parce qu'encore une fois, il y a des gens qui continuent à faire l'apologie du terrorisme. Voilà, donc, de quoi il faut... Qu'est-ce que ça nous dit politiquement ? L'apologie du terrorisme, c'est la
glorification des attentats, ou la glorification de leurs auteurs. C'est l'exaltation et la satisfaction à l'égard des morts. Donc, si on le dit de manière vulgarisée, c'est bravo ou c'est bien fait. Ça, évidemment, ça doit exister, mais toutes les procédures dont on parle et toutes les personnes récemment convoquées par la police ne font pas d'apologie du terrorisme. Je pense que c'est important de le signaler. Donc, il y a un usage extensif et politique de l'apologie du terrorisme, comme de la notion de trouble à l'ordre public, qui permet d'interdire des manifestations, des réunions, etc. Et qu'est-ce que ça nous dit? C'est que déjà, il y a une pluralité d'acteurs qui sont engagés, vous le disiez, 700 et quelques procédures qui sont engagées pour faire taire les ministres, Darmanin, Dupond-Moretti, des associations, vous les avez citées tout à l'heure, et puis il ne faut pas oublier les citoyennes et les citoyens ordinaires qui vont se saisir aussi de leur outil, le signalement par Internet pour traquer, surveiller des gens qui feraient de l'apologie du terrorisme et donc qui signalent à la plateforme Pharos. Et on se doute, je me doute qu'il y a des centaines et des centaines de signalements pour apologie du terrorisme faits par des citoyennes et des citoyens ordinaire. Donc il y a 3 types d'acteurs qui mènent une espèce d'activisme, de surveillance, de silenciation aussi, pour faire taire toute solidarité envers le peuple palestinien. Donc ça, c'est une première chose. Et puis qu'est-ce que ça dit? Eh bien qu'on veut censurer, limiter la liberté d'expression. Rima Hassan, je vous donne juste la parole puisque vous allez partir dans quelques minutes. Vous devez partir, il y a une campagne pour vous et donc du coup vous devez prendre le train. Oui. Un mot avant de partir par rapport peut-être à ce qu'on vient de dire là. La première chose que je voudrais dire, c'est que moi, ce que je trouve intéressant, je sais pas, j'arrive à prendre assez de recul pour avoir suffisamment confiance en notre société, et puis au sursaut là, citoyen qui est en train aussi de se mobiliser, sursaut politique aussi. Donc, mais ce que je trouve intéressant, c'est que la cause palestinienne, elle est extrêmement structurante. Et moi, j'observe aussi ça en tant que palestinienne, c'est-à-dire que la question palestinienne vient un peu challenger nos sociétés sur justement nos libertés, sur notre liberté d'expression. Et là, j'ai besoin de resituer ce qui se passe en France dans ce qui se passe dans tant d'autres pays. Je fais référence à l'Allemagne, mais aussi aux États-Unis. Je crois que vraiment la question palestinienne, elle est structurante en ce sens, c'est-à-dire qu'elle vient quand même prendre la température. Où est-ce qu'on en est sur notre liberté d'expression, sur notre liberté de pouvoir se mobiliser sur une cause qui est extrêmement chargée, sur laquelle on a tant de choses à dire. Parce qu'il y a 75 ans de passif, mais il y a aussi des mémoires qui sont très chargées. Il y a la mémoire de la Shoah pour la population juive, et puis il y a la mémoire aussi palestinienne qui, derrière elle, fait référence quand même à la mémoire coloniale. Et je crois que tous ces temps de crispation qu'il y a dans nos sociétés, notamment occidentales, sont liés à ça, sont liés à des deuils aussi qu'on n'a pas fait, à des pansements, à des plaies qu'on n'a pas pensées, que ce soit sur la mémoire de la Shoah, mais aussi les mémoires coloniale, et c'est aussi ce qui vient cristalliser la question palestinienne, parce que c'est au fond aussi des mémoires c'est les morts et les vivants de mémoires qui doivent se parler, qui se regardent aujourd'hui d'une certaine manière. Donc moi je veux dire que c'est extrêmement intéressant de regarder à quel point ce sujet vient en fait challenger quand même nos sociétés sur ce qui est acquis et ce sur quoi il faut continuer à se battre, à savoir, là en l'occurrence, ces libertés fondamentales. Et le deuxième point que je veux dire, c'est que moi, ce qui me choque le plus, c'est effectivement l'incapacité de la justice aujourd'hui et de l'État à être un rempart, effectivement, sur la protection de ces libertés, parce que je veux rappeler que pour beaucoup de cas, ce ne sont pas des il y a une utilisation qui est abusive de cette procédure. Il y a parfois des articles 40, il y a parfois des préfets qui signalent à la justice. Mais en dehors, il y a aussi, comme le disait Vanessa Codaccioni, des organisations ou des individus. Exactement, mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que je ne comprends pas, là je fais référence à mon cas et celui de Guillaume Meurice et tant d'autres, où nous sommes convoqués suite à des plaintes qui sont déposées par des organisations qui sont clairement, encore une fois, identifiées comme étant proches du régime israélien ou qui valident en tout cas la propagande du régime israélien. Et je ne comprends pas pourquoi, là, notre machine, la machine judiciaire ne fait pas barrage en disant mais il n'y a pas matière à poursuivre Guillaume Meurice, qui est un humoriste et qui a le droit de se moquer de Netanyahou, des personnes qui sont candidates à des élections ou des individus, effectivement, des citoyens ordinaires. Ouais. Et c'est là où moi ça m'inquiète, c'est-à-dire cette capacité à certaines organisations à prendre vraiment, à se saisir de ces procédures et que c'est un impact très concret sur nos vies et nos libertés.
Merci beaucoup d'être passé par le plateau. Merci à vous, On vous laisse partir. Vanessa Kodachoni, pendant que Rima Hassan va passer derrière vous, justement. Après, je donne la parole à Karine Fouteau. Justement, Rima Hassan parlait de ça. Peut-être que là, s'il y a quelque chose, un sentiment d'automaticité dans la réaction de la justice, c'est parce qu'il y a cette circulaire. C'est parce qu'il y a la circulaire de Dupond-Moretti. Alors, expliquez-nous pourquoi elle est problématique, cette circulaire. Parce qu'a priori, on se dit que oui, qu'elle vise la glorification du Hamas et que donc, voilà, bon. Mais visiblement, vous dites, en fait, c'est finalement, elle crée quelque chose de particulier. Elle crée quelque chose de particulier parce qu'elle va cadrer le débat et elle va dire aux procureurs, il faut absolument, déjà, elle leur dit qu'il faut réagir très vite et de manière ferme, et elle les alerte sur les types de comportements qui peuvent être de l'apologie du terrorisme. Alors par exemple, il dit un drapeau du Hamas, c'est de l'apologie du terrorisme. Et puis ensuite, il dit, par exemple, il ne faut pas présenter les événements comme une résistance légitime. Et là, il me semble que déjà, on est dans le cadrage, on est dans l'interprétation de ce qui est en train de se passer, et donc on empêche, ça a été dit tout à l'heure, de recontextualiser. Et là, il peut y avoir des interprétations très très extensives de cette circulaire qui peut être faite, qui empêche en réalité de recontextualiser le 7 octobre dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Et ça, c'est évidemment extrêmement dangereux. C'est un filet à très large maille pour vous. Ouais. Oui, on n'est plus dans la glorification de l'attentat, on n'est plus dans la glorification des auteurs. Il faut regarder quand même ce qui a été dit, ce qui a été condamné après les attentats de Charlie Hebdo, du Bataclan, etc. On est très loin de choses qui ont pu être dites et qui sont véritablement de la glorification des attentats. On est dans autre chose. On est dans de la criminalisation de l'interprétation, de la lecture des événements. On est peut-être même, j'irais peut-être même plus loin, on est peut-être dans la criminalisation de l'émotion aussi, parce que ces événements-là, le 7 octobre a évidemment suscité des émotions, mais la guerre à Gaza, ce qui est en train de se dérouler, suscite énormément d'émotions, avec des sentiments extrêmement forts, extrêmement puissants, qui peuvent amener à dire des choses très vite sur Internet, etc., et qui vont être immédiatement criminalisées. Et là, je pense qu'il faudrait qu'on se pose et qu'on reprenne un peu de souffle et de raison. Cyrielle Châtelain, je vous vois acquiescer. Oui, c'est très fort et c'est très juste. Mais sur cette question du terrorisme, pour moi, il y a un traumatisme de la société française autour du terrorisme. Le terrorisme, c'est le Bataclan. Et c'est normal. C'est des morts, c'est quelque chose qui est là aussi très émotif. Et donc, quand on utilise ce mot de terrorisme, on va délégitimer toute une cause. La cause palestinienne, sur laquelle on met la suspicion. On a eu les causes environnementales, l'éco-terrorisme. Donc, on est à la fois sur l'utilisation d'un mot qui va délégitimer une cause, et à la fois sa banalisation, ce qui est aussi assez inquiétant. C'est-à-dire que quand on l'utilise tout le temps, on ne peut plus l'utiliser à juste titre quand il y a des vrais risques de terrorisme. Donc voilà, c'est vrai que moi, ça m'a parlé. C'est une question d'émotion et de comment on utilise, comment on est arrivé dans une bataille politique autour du langage. Karine Fouteau, à Mediapart, ça fait des années Rima Hassan parlait justement de gradation dans la liberté publique, la façon dont la question palestinienne était un indicateur d'une certaine façon, y compris ce qu'on a dit d'ailleurs à Mediapart là, sur le tournant de 2014. On l'avait documenté à l'époque sur Mediapart. Bernard Cazeneuve d'ailleurs n'avait pas apprécié. Donc, pour toi, comment tu vois les choses ? C'est-à-dire, on parlait de continuum tout à l'heure, ce lien entre la question des libertés publiques, de la liberté d'expression et du contexte dans lequel on est aujourd'hui. La défense des libertés publiques est au cœur du projet éditorial de Mediapart depuis ses débuts. C'est-à-dire vraiment, on a cessé de chroniquer cette longue et lente, enfin, ou plutôt rapide peut-être, descente aux enfers. Là, cette chasse aux sorcières à laquelle on assiste est effectivement désastreuse. Peut-être qu'on peut choisir 3 moments. On a déjà parlé de 2014, puisqu'effectivement, c'est déjà la guerre menée par Israël contre Gaza. Et la réponse de la France à ce moment-là, c'est déjà d'interdire de manière préventive les manifestations. Dans la foulée, il y a la loi portée par Bernard Cazeneuve, la loi antiterroriste, qui a pour effet, donc on l'a dit, de sortir le délit d'apologie du terrorisme des droits de la presse, et donc d'accélérer les procédures, de les faciliter et potentiellement de multiplier les possibilités de condamnation. Mais cette loi a été détournée dans son usage de son objet, de sa fonction. Et elle a criminalisé en masse des jeunes, des personnes racisées et notamment des musulmans. C'est quand même ça qui a été le résultat principal de cette loi, avec
un effet de silence, quand même, il faut dire, à ce moment-là, on n'a pas entendu la terre entière se lever pour condamner ces procédures à ce moment-là. Ouais. Donc là, c'était la présidence Hollande. On arrive, et donc là, j'élargis à la question des libertés publiques, puisque c'est quand même ça dont il est question aujourd'hui, d'une manière un peu plus large. 2019, donc présidence d'Emmanuel Macron, et là, c'est la criminalisation des manifestants via la loi anti-casseurs au moment de la mobilisation des Gilets jaunes. Et voilà, un effet qui a eu ses conséquences également. 2021, la loi sur le séparatisme, qui alors là s'en prend à la fois aux libertés de culte, d'association et d'expression, parce que tant qu'à faire, avec, là encore, la population, nos compatriotes musulmans principalement visés. Donc voilà, tout ça crée un arsenal liberticide qui est évidemment extrêmement inquiétant. Vous l'avez dit tout à l'heure, la création d'un ennemi de l'intérieur, à un moment c'est le musulman, à un moment c'est le militant, le manifestant, et à un moment c'est le militant écologiste, puisqu'on se souvient aussi quand même de la tentative de dissolution des soulèvements de la terre l'année dernière. Et juste quand même pour terminer, c'est vraiment très inquiétant. On attend du pouvoir politique, aujourd'hui du pouvoir macroniste, qu'il fasse barrage à l'extrême droite, et donc qu'il se comporte tel qu'un État de droit devrait se comporter, c'est-à-dire en défense absolue de nos valeurs fondamentales. Or, c'est exactement l'inverse qui se passe. Et donc, qu'est-ce que Macron est en train de faire ? Il est en train de préparer le terrain à l'accession au pouvoir de Marine Le Pen ou d'un autre candidat d'extrême droite en 2027. Il est en train de lui donner les clés du pouvoir. Donc, vraiment, il est temps de faire quelque chose. Olivier Besancenot, justement, il y a quelque temps, vous avez donné un entretien à Mediapart en disant très sérieusement, le danger du fascisme est réel. Je crois que c'est la citation exacte, on le verra s'afficher. Et il y a quelques jours après l'interdiction, en lien avec ce que disait Karine, et il y a quelques jours après l'interdiction de la conférence de Rima Hassan et Jean-Luc Mélenchon à Lille, mais aussi d'autres événements, vous avez posté un tweet qui disait « Pourquoi ne pas organiser ensemble un grand meeting unitaire de la gauche sociale et politique contre le cours répressif qui nous menace tous ?» Pourquoi ne pas afficher cette large unité, même dans une période électorale, le sursaut ou la routine qui risque de nous engloutir ? Cette question, elle est évidemment aussi liée à la question de cette échéance de 2027 dont parlait Karine, j'imagine. Oui, aussi, et pas seulement, parce que c'est un processus. Et comme tout processus, ça s'auto-alimente. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de 20 ans dans ce pays, il y avait 1 ou 2 millions de personnes dans la rue parce que Jean-Marie Le Pen arrivait au deuxième tour. Et là, force est de constater qu'une partie de sa politique est déjà appliquée avant même que sa fille soit élue présidente de la République. Et comme tout processus, ça continue tant qu'on ne l'arrêtera pas, au-delà des échéances électorales. Et là, on voit ce qui est en train de se passer. Ce qu'on discute ici, moi, ce que je constate humblement de là où on est, mais c'est à quel point la question palestinienne cristallise un climat bien plus global. Les soulèvements de la terre, maintenant, c'est l'antiterrorisme, c'est minimum 3 jours de garde à vue, y compris quand on fait une action sur Lafarge. Là, encore récemment, Lafarge, dont on connaît les relations avec l'État islamique, si on veut parler de groupes terroristes, par exemple. C'est vrai pour, là, je viens de l'apprendre, les défenseurs et les défenseuses de l'hôpital de Carhaix, en Bretagne, qui viennent de recevoir, dont la première, c'est la déléguée CGT, et bien les convocations pour des gardes à vue pour séquestration. Donc en réalité, on peut systématiser tout ça avec l'effet d'autocensure que ça produit, en effet. Et là, c'est là où il y a une responsabilité à gauche. Meeting, pas meeting, peu importe qui a l'idée, si cette idée, elle n'est même pas de moi, tout le monde en parle. Dans les manifs, tout le monde se regarde. Tout le monde sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et le problème, c'est que si on prend la question que par le biais électoral à gauche, quel est le problème ? C'est que moi, je vois, il y a des silences sur le thème, bon, ce qui arrive à la FI ou à NPA, ce qui arrive à Nascazib, ce qui arrive finalement à l'UDCGT 59, bon, bah, ils l'ont un peu cherché. Finalement, c'est pas plus mal. Et puis, si chacun continue à calculer en se disant même si ça peut arranger mes petits intérêts immédiats, ça sera peut-être pas plus mal, c'est comprendre que face à ce processus, une fois encore, si par malheur on arrivait à cornériser l'ensemble de ces courants-là, c'est toute la gauche qui sera aspirée, je dirais même plus, c'est une partie de la Macronie qui sera bouffée. C'est-à-dire que là, il y a même le camp démocratique au sens général qui devrait se sentir impliqué. Donc là, puisqu'il y a quand même aussi un peu d'espoir, je sais qu'il y a des appels qui sont en train de circuler, il y a des organisations largement sociales, politiques, associatives qui ont discuté d'un premier appel, de la nécessité aussi peut-être de faire une réunion unitaire pour voir ensemble comment créer un front fait d'initiatives, de mobilisation, de meetings ou pas, je m'en fous, mais en tous les cas, il faudra plusieurs initiatives parce que souvent, localement, ça se fait. C'est-à-dire tout simplement à l'État, écoutez, on ne va pas se laisser éteindre aussi facilement. Parce que c'est ça qui est en train de se nouer aujourd'hui. Et là, c'est là où on peut, toute proportion gardée, faire un parallèle avec les pires années
En effet, je sais que là aussi, il y a des discussions sémantiques. Est-ce que c'est du néo-fascisme? Est-ce que c'est du post-fascisme? J'en sais rien. Mais la seule différence avec les années 30, fondamentalement, c'est qu'il n'y a pas le péril rouge en face. Il n'y a pas le péril du mouvement révolutionnaire. Et du coup, mais il y a le problème du désordre pour la classe dominante. Et il y a une partie de la classe dominante dans ce pays, au-delà de nos frontières, qui fait le choix d'un cours autoritaire, voire plus si affinité. Et c'est face à ça qu'on est confronté. Et ça serait mieux que la gauche sociale et politique affiche son unité sur un meeting ou une manifestation, par exemple, plutôt qu'en garde à vue, quitte à choisir. Plusieurs élus vous ont dit OK, Olivier Besancenot, dont vous, Cyrielle Châtelain, aussi beaucoup d'autres écologistes et de membres d'autres partis. Pourquoi, par rapport à ce que dit Olivier Besancenot? Parce que je suis complètement d'accord avec ce que dit Olivier Besancenot. On est sur une attaque sans précédent sur nos libertés fondamentales, et donc c'est uni qu'on doit répondre. C'est uni en termes de partis, mais bien au-delà, parce qu'on l'a vu, c'est avec toute la société civile, les associations, les chercheurs, les militants. C'est-à-dire que si on n'a pas une réaction forte, effectivement, on n'arrive pas à enrayer la machine. Et cette machine qu'elle a aujourd'hui, pour moi, il y a finalement 3 choses qui convergent pour empêcher le débat démocratique. La première, je l'ai dit, c'est la question de l'utilisation politique du mot terrorisme et qui vise à empêcher le débat démocratique. On parle là de la cause palestinienne, mais si on vient au 23 octobre, on est en débat à l'Assemblée nationale, c'est Jean-Louis Bourlange qui prend la parole. Député Modem, président de la Commission des Affaires étrangères. Il qualifie les attaques du Hamas de terrorisme et de crimes de guerre généralisés. Puis après, il fait sien les propos de l'archevêque d'Alger où il dit « La barbarie du Hamas est sans excuse, mais elle n'est pas sans cause ». Et après, il développe. Il parle de la rupture de Netanyahou avec la tradition libérale et laïque en Israël. Il parle de la reprise de la colonisation. Il y a un débat politique à avoir sur ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, en Palestine, et de comment on assure la sécurité d'Israël et comment on arrête le massacre qui est à Gaza. Et donc le fait d'utiliser le mot terrorisme, il n'y a plus de débat politique, il n'est plus possible. Oui. Donc on a la première chose, une utilisation de ce mot de terrorisme. La deuxième, c'est les interdictions. Ça a été dit, c'est les tentatives de dissolution, c'est l'interdiction des conférences. Là, il y a eu les conférences de Rima Hassan et de Jean-Luc Mélenchon, mais en fait, ça fait longtemps que les conférences sur les questions de la Palestine sont interdites. C'est la question des interdictions de manifestations. Alors, dernièrement, celle de dimanche contre le racisme, mais c'était celle contre les retraites. C'est-à-dire qu'on voit que l'outil de l'interdiction, elle arrive et elle est très utilisée. Et le dernier, pour moi, c'est la pression sur tout le milieu associatif. C'est-à-dire qu'on a eu la pression sur la LDH après Sainte-Soline. Il y a eu des droits de l'homme où on a dit attention, c'est le ministre de l'Intérieur. Directement par le gouvernement. Voilà, ministre de l'Intérieur qui dit on va aller regarder vos financements. Parce que vous avez osé dire que la police interdisait l'accès du SAMU aux blessés à Sainte-Soline. C'est la question du président du Conseil d'orientation. Nous avons documenté sur Mediapart par ailleurs. Tout à fait. Le fait que le président du Conseil d'orientation des retraites soit démis de ses fonctions parce qu'il a osé donner les conclusions des travaux qui étaient qu'il n'y avait pas de dérapage financier sur les retraites. Là, dernièrement, c'est le Conseil des sages de la laïcité. On voit bien qu'il y a des démissions parce que la personne, le politologue, ne porte pas la même vision de la laïcité que le gouvernement. Et donc, moi, Alain Policard. Voilà, merci Alain Policard. Ce qui m'inquiète quand on cumule les 3, les interdictions, la bataille du langage et la pression sur la société civile, sur les chercheurs, c'est qu'on a un gouvernement qui est en train de s'enfermer dans quelque chose d'antidémocratique, c'est le fait qu'il détient la vérité. Et qu'en fait, tout le reste est mensonge. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et donc, on est dans une bataille culturelle qu'on ne peut gagner que unie et qui est absolument indispensable parce que sinon, ça a été dit, finalement, on est sur une pente vers un régime illibéral et qui prépare l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir et surtout qui va légitimer des outils qu'ils pourraient utiliser contre la gauche, contre les militants et en fait contre tout citoyen qui ne serait pas d'accord avec eux. Et je pense que la majorité des citoyens ne sont pas d'accord avec le projet de l'extrême droite. Alors, petit mot de réaction de Karine, et ensuite j'ai plusieurs Taïeb et Véronique Pavard. Ouais, sur l'exemple italien actuel, parce qu'on voit aujourd'hui se multiplier les poursuites contre des intellectuels, des écrivains, des historiens, des journalistes aussi. Donc, sur des lois qui préexistaient et qui n'étaient pas utilisées jusque-là, maintenant que Giorgia Meloni est au pouvoir, elle les active. Voilà, donc c'est pour ça que je parle de préparation de terrain, parce que tout est là pour le moment venu. Donc, il est urgent d'agir, parce que ce qui est en jeu, c'est la liberté d'expression et c'est le droit de savoir.
je parlais d'Italie, des journalistes aujourd'hui sont poursuivis. Un de nos confrères de l'EIC risque 9 ans de prison pour une enquête qu'il a faite sur le ministre de la Défense qui était auparavant un lobbyiste de l'armement. Voilà, on en est là quand même. Donc il faut avoir ça en tête. Taïeb Kouira, vous vouliez réagir ? Alors, nous, ce qu'on ressent vraiment de l'intérieur, c'est qu'actuellement, il y a réellement une vengeance qui est en train d'être menée par Emmanuel Macron suite au grand mouvement qu'il y a eu pendant la réforme des retraites. Et on instrumentalise justement la cause palestinienne, parce que là, quand on voit actuellement dans les médias, celui à qui on donne la parole le plus pour donner son avis, c'est Dominique de Villepin. Alors que de Villepin, il y a pas longtemps que ça, quand il était au pouvoir, on a bien vu toutes les réformes qu'il avait mis en place. Donc déjà, ça tourne dans vraiment, sur la question du conflit d'Israël et de Palestine, manifestement, il a une voix singulière au milieu de beaucoup de... Exactement, mais on va pas donner la parole aux forces de gauche. Quand on leur donne la parole, automatiquement, on va les accuser d'apologie. Vous avez le sentiment, vous, d'être en tant que militant de gauche, d'être particulièrement ciblé ou soupçonné. Exactement, surtout en tant que syndicaliste. Parce qu'en réalité, la répression syndicale, on n'a pas attendu le 7 octobre pour pouvoir taper sur les syndicats. L'exemple que j'ai donné avec les camarades de la CGT de Roissy-Charles de Gaulle, on a un camarade il n'y a pas longtemps qui, avant le 7 octobre, un mois avant, à qui on a voulu licencier parce qu'il a trop utilisé sa mutuelle. Donc tu viens de parler d'un front entre tous les partis politiques de la gauche. On vous suit, mais aussi il faut pas oublier, il faut aussi un front des travailleurs et des travailleuses, puisque quand on touche au syndicalisme, on touche essentiellement au pouvoir, à pouvoir se défendre, parce que on touche un syndicat, automatiquement les salariés derrière, les travailleurs et travailleuses, ils seront écrasés. On le sait pertinemment que ça va le toucher directement. Et il y a des exemples, j'essaie de terminer rapidement, c'est que la France a toujours été un pays d'exemple, Maintenant, à nous aussi de prendre exemple sur d'autres pays, ce qui se passe par exemple actuellement en Argentine, où vous avez des travailleurs qui manifestent contre l'extrême droite. Aux États-Unis aussi, on voit dans les universités, justement, on doit se baser aussi nous sur ça. Véronique Bontemps, vous vouliez réagir depuis un certain temps. Oui, je voulais juste parler de ce dont on a commencé à parler tout à l'heure, de la question palestinienne, un peu comme d'un révélateur. On a dit qu'elle était instrumentalisée, ce qui est la réalité, mais d'un révélateur aussi de l'état de la démocratie. En réalité, la suspicion sur la parole en soutien au peuple palestinien, ça a été rappelé, elle n'est pas nouvelle. Il y a eu des paliers. 2014, avec la première interdiction de la manifestation, ça a été très fortement ressenti dans le milieu des chercheurs qui travaillent sur la Palestine aussi, puisqu'il y a eu cette forme de confusion aussi des genres entre chercheurs sur ces sociétés-là et militants engagement, sans vraiment très bien faire la différence d'ailleurs de la part de nos détracteurs entre engagement et militantisme ou bien... Et en nous sommant, en fait, d'une manière parfois caricaturale, de séparer l'homme ou la femme de l'artiste, enfin, je veux dire, le militant du chercheur, alors que sur la question de la Palestine, en fait, quand on fait des sciences sociales, on sait que ces questions-là, elles sont imbriquées, qu'on ne peut pas tout découper au couteau et mettre les gens dans des cases. Et je prends un petit exemple qui est celui de ma commission de discipline aussi, ce qui était vraiment frappant lors de ma commission de discipline, c'est que pendant 4 heures, quand même, les personnes étaient là, donc les élus, les nommés, à discuter de savoir si Véronique Bontemps était une militante ou une chercheuse, comme si les deux s'excluaient mutuellement. Un membre a d'ailleurs, à un moment donné, a dit « Regardez, Véronique Bontemps, alors vous dites qu'elle est une scientifique, mais elle a quand même un blog sur Mediapart, et dans ce blog, elle parle de la Palestine. » Vous voyez, comme si c'était... et puis, avant de dire, on a le droit d'être militant, etc. Mais enfin, voilà. Et la deuxième partie, c'était de savoir s'il fallait être pour Israël ou la Palestine. C'est-à-dire qu'en fait, on était complètement à côté de l'objet du débat. Et heureusement, d'ailleurs, qu'il y avait un avocat, et je remercie mon syndicat pour ça, pour recentrer à la fin les choses sur la question de la liberté d'expression académique. Comment les chercheurs ont-ils ou pas le droit de s'exprimer ? Parce que c'est pas du tout de ça. C'est pas du tout là-dessus qu'on va juger, finalement. Voilà. Vanessa, oui, vous voulez rajouter un petit peu ? Je voudrais quand même rappeler que ça a été dit, que le septennat de Macron, le septennat lapsus... Le quinquennat. C'est long. C'est très long. C'est extrêmement long. Et en plus, voilà... Depuis 2017. Voilà, c'est long. Plus, il était avec Hollande. Il est très répressif.
si on met tout bout à bout, n'oublions jamais que Emmanuel Macron 2017, ça commence par l'intégration de dispositifs de l'état d'urgence dans le droit commun, et ça n'a jamais arrêté. Multiplication des lois, multiplication des tentatives de dissolution, des dissolutions réelles par Darmanin, qui en a fait une arme véritablement puissante contre le militantisme associatif, utilisation de dispositifs antiterroristes contre des militants écologistes, contre des syndicalistes, contre des personnalités politiques. Donc ça, c'est la première chose que je voulais rappeler. Les années Macron sont très répressives. Ce que je voudrais aussi dire, pour finir, pour ma part, c'est de dire que quand on voit ce qui se passe là, on voit la puissance de l'appareil répressif, où tout est mis en œuvre, c'est-à-dire à la fois la répression administrative, la répression policière, la répression judiciaire, et que ce qu'on voit là peut aussi se rajouter tous les dispositifs qui avant, et c'est ce qu'on voit sur les militants écologistes, l'association, on a beaucoup parlé d'apologie du terrorisme, mais on pourrait parler de l'association de malfaiteurs, qui est beaucoup utilisée contre les militantes et les militants écologistes. Et donc on a un arsenal répressif ultra puissant. Si l'extrême droite arrive au pouvoir, je ne sais pas ce que nous allons devenir. Céline Verzelletti, petit mot, Yves Besancenot aussi, puis le mot de la fin pour Karine. Oui, alors petit mot, c'est compliqué, mais on est aussi dans un. Je partage complètement le contexte politique est très particulier, très répressif sous le mandat de Macron. Il y a le contexte social aussi qui est très dégradé, parce que les inégalités, et les injustices sociales, elles explosent. Bien sûr. Les pauvres s'appauvrissent, les riches s'enrichissent, et ça, c'est complètement assumé par ce gouvernement. Mais quoique, face à ça, on voit quand même aussi que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que là, on nous explique que peut-être une partie de la population serait très résignée. Moi, je ne le pense pas. Il y a même une conscientisation de ces inégalités qui est forte. Par contre, ce qui est difficile, c'est de faire front, en effet, d'être en mobilisation et de créer un rapport de force qui soit à même, justement, de stopper tout ça. Mais ça, c'est un contexte qui est important aussi, parce que, parallèlement, il nous impose des régressions sociales. On l'a vu pour la réforme des retraites, mais ça a commencé aussi pendant les Gilets jaunes. Il faut voir quand même comment ils ont été traités. La répression a été terrible. Donc la réforme des retraites, des millions de personnes dans la rue, ils n'écoutent strictement rien, aucune possibilité au niveau du Parlement de débat, puisqu'ils passent tout en force à coup de 49.3, quelles que soient les lois et les régressions sociales. Donc ça, c'est à avoir en tête, c'est-à-dire qu'ils avancent. En même temps, il y a de fortes atteintes aux libertés, et en même temps, ils nous imposent ces régressions sociales et cette injustice sociale qui est de plus en plus énorme, et à un moment donné, ça aura une fin quand même, je pense, parce que c'est un gouvernement puisqu'il est complètement discrédité, qui ne convainc jamais sur rien, mais qui passe tout en force en fait. Olivier Besancenot, Cyrielle Châtelain, puis Karine, question, où est l'espoir là ? Quel espoir avons-nous collectivement ? L'espoir, sur cette question des libertés publiques et de ce qu'on peut faire. C'est que précisément on arrive à se fédérer sur les libertés publiques en ayant un côté pragmatique, c'est qu'on n'a pas besoin d'être d'accord sur tout pour s'entendre sur le fait qu'on peut résister ensemble, même quand on marche séparément. C'est-à-dire ce pragmatisme qui semble tellement manquer à gauche, où là, je crois qu'on est en train de tous arriver à la même conclusion, parce que ça a commencé depuis longtemps, ça a été dit, il faudrait parler des quartiers populaires, où c'est, j'allais dire, quasiment vieux comme le monde, en tous les cas, comme ces dernières années. C'était la question de la marche de ce week-end, d'ailleurs, où vous étiez. Et là aussi, je veux dire, c'est une espèce de condensé de l'air du temps. On vit dans une société française où on peut avoir une manifestation de nazillons qui vont tendre le bras, avec des logos fascistes, que la préfecture va trouver qu'il n'y aura pas de remise en code de l'ordre public et ça passe crème. On va faire une manifestation contre le racisme, on nous parle d'interdire la manifestation. C'est là qu'à gauche, au-delà des désaccords, on va être capable de se poser en disant il y a quelque chose qui n'est pas simplement, en plus et que je partage, de l'ordre politique, de l'ordre répressif, de l'ordre juridique, mais qui est même de l'ère du temps. C'est-à-dire qu'on est en train de mobiliser des forces aujourd'hui qui peuvent nous aspirer. Alors qu'est-ce qui bloque Cyrielle Châtelain et quel est notre espoir ? Alors, ce qui bloque, je ne sais pas. J'espère surtout que ça va se débloquer. Après, en fait, si ce qui bloque, c'est qu'aujourd'hui, je vous parlais d'une bataille culturelle. En fait, on n'est pas en bonne position. Parce qu'on a convaincu une bonne partie des gens qu'il fallait renier sur nos libertés publiques pour gagner en sécurité. Et c'est là-dessus où, oui, on a besoin d'un socle uni. On a besoin de déborder, on a besoin des travailleurs, des travailleuses et de toute la citoyenneté et de les convaincre qu'en fait, la liberté, c'est la première sécurité. C'est la sécurité contre l'arbitraire, contre la force du plus fort. Et donc, on a besoin, en fait, de réenclencher la bataille culturelle pour arriver à dire non. En fait, ce qu'on vous fait croire qu'en reniant sur vos droits, vous allez gagner en sécurité, c'est pas ça qu'il faut faire. Et je pense qu'on a besoin En fait, on a besoin de reconvaincre, au-delà des personnes qui sont déjà convaincues, on a besoin de la mobilisation de ceux qui sont convaincus, et on a besoin d'aller convaincre bien au-delà.
Et peut-être d'une discussion aussi. Et d'une discussion. Et de chefs de parti ou de responsables de parti qui discutent plus et qui arrivent à nouveau à discuter. Peut-être qu'à gauche, on apprenne, je m'inclus là-dedans, mais à ravaler un peu sa fierté. Parce que moi, je les entends, tous les bons arguments des uns et des autres, pour dire « Ah non, Mélenchon, flemme, il me fatigue. Ah non, le PC, le PS, on les connaît. Ah non, comment on va faire avec les syndicats, les associations, et vice-versa ». Je veux dire, moi, j'aurais 10 000 trucs à dire. Je m'exclus pas, mais là, va falloir qu'on soit capable de hiérarchiser un tout petit peu les choses. Et les faire priorités. front, ça n'exclut pas d'avoir des désaccords. Et une fois encore, j'espère, là, ça implique d'avoir un cas de conscience tous et toutes autant qu'on est, et que la gauche se transforme pas simplement en un camp d'éternels remplaçants de qui va remplacer en 2027. Ça serait bien de regarder ici et maintenant. Non, mais la bataille culturelle, il faut se serrer les coudes, c'est tout. La bataille culturelle, et c'est ce qu'on documente beaucoup sur Mediapart, ce qu'on essaye aussi de faire. Karine Fouto, mot de la fin, quel espoir avons-nous? Et si je reviens à Gaza, si vous permettez, à mon avis, le seul espoir viendra des sociétés civiles, de leur mobilisation en France, enfin surtout dans le monde, seul à même de faire levier à la fois sur le gouvernement américain pour qu'il cesse les livraisons d'armes à Israël, à Israël pour combattre Gaza et pour obtenir un cessez-le-feu, la libération des otages et pour faire en sorte qu'enfin des solutions politiques soient entendues. Et évidemment, là, ce qu'on a vu lors de cette émission, c'est que les atteintes aux libertés publiques ont un effet anesthésiant, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de l'essentiel, c'est-à-dire de comment on sort politiquement de ce conflit. On sort des anathèmes, on sort des critiques et des accusations d'apologie de terrorisme et on invente, on ressort des solutions politiques, État fédéral, État binational, 2 États, enfin qu'on réfléchisse en termes politiques pour sortir de là. Merci à toutes et tous d'être venus aujourd'hui sur le plateau de Mediapart. Sur tous ces sujets, vous pouvez lire notre e-book. Il est disponible gratuitement sur Mediapart, Israël, Palestine, les répliques en France, coordonné par le club et Sabrina Cassa, Vanessa Codaccioni. J'en profite pour citer ici votre avant-dernier livre exactement sur le thème dont on a parlé, la société de vigilance, autosurveillance, délation et haine sécuritaire en 2021 chez Textuel. Et le dernier vient de paraître, c'est sur les détecteurs de mensonges, rien à voir, mais c'est aussi passionnant. Merci à vous de nous suivre. Ces émissions, elles sont en accès libre, vous le savez, donc possible uniquement parce que vous vous abonnez. Donc abonnez-vous si vous le pouvez. À très vite sur Mediapart.